Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire une explication linéaire de type Bach sur un extrait de la pièce de Musset On ne badine pas avec l'amour. C'est la scène 5 de l'acte 2 qu'on appelle l'union de deux êtres imparfaits, une tirade qui est particulièrement connue. Alors pour la présentation, cette pièce d'Alfred de Musset, qui est un dramaturge appartenant au mouvement du romantisme, a été écrite en 1834. Donc dans cette pièce, le baron, le père de Perdiccas, veut marier son fils à sa cousine Camille. Mais celle-ci, qu'il n'a pas revue depuis 10 ans, a été élevée dans un couvent par des religieuses et refuse de se marier parce qu'on lui a appris dans le couvent que tous les hommes étaient infidèles et donc elle, ne souhaite pas se marier, c'est ce qu'elle vient de dire à Perdiccas. En réalité, elle cache ses sentiments et on va voir comment tout ce jeu de, hem, où chacun des personnages n'est pas forcément franc avec l'autre, va amener à une fin tragique. Donc dans ce passage, Camille vient d'annoncer sa décision. Elle l'a dit à Perdiccas: «Je veux aimer, mais je ne veux pas souffrir». Et c'est la réponse de Perdiccas que nous allons étudier. Une réponse empreinte de colère. Il reconnaît les souffrances de l'amour, mais affirme qu'il vaut mieux aimer et souffrir plutôt que de ne pas avoir vécu. Donc je vous rappelle, je ne vais pas le faire ici, qu'il faut lire ensuite le texte quand vous passez, à l'oral du bac et ensuite on donne la problématique et les mouvements. Donc ma problématique pourrait être: quels arguments Perdiccas oppose-t-il à Camille pour rejeter la vision négative de l'amour qui, lui a été inculquée au couvent? On a un passage qui s'organise de façon, assez simple en 2 tirades interrompues, par, 2 répliques très courtes de Camille. La première tirade est une violente critique des religieuses et de leur enseignement de l'amour. Et dans la deuxième partie, Perdiccas défend l'idée qu'il vaut mieux aimer et souffrir plutôt que de refuser de vivre en s'enfermant dans un couvent, même si même si l'humanité, hein, Perdiccas représente aussi Alfred de Musset, qui est un auteur, romantique et on sait que chez les romantiques, il y a une vision quand même assez pessimiste de l'amour avec un idéal particulièrement, élevé. Donc on commence, par, le début du passage, jusqu'à la ligne, 7, hein, comme j'avais prévu tout cela quand tu t'es arrêté devant le portrait de notre vieille tante. La première phrase de Camille est une sorte de didascalie interne qui montre du coup la colère de Perdiccas et cette colère est soulignée par, la ponctuation, des phrases interrogatives: «Malheureuse fille», «Amour divin», ou exclamatives: «Ah, comme elles t'ont fait la leçon». Donc tout cela évidemment est une ponctuation affective qui montre la colère du jeune homme. La vision négative des religieux sur l'amour, des hommes est qualifiée par Perdiccas de mensonge et même de crime. C'est une hyperbole qui montre là encore la colère de Perdiccas et on retrouvera dans la deuxième partie de la tirade, une autre expression particulièrement négative: «Ces récits hideux qui t'ont empoisonné». Donc là, cette fois, on a la métaphore du, poison. Camille, quant à elle, est apostrophée comme étant une malheureuse fille ou désignée plus loin comme une vierge et donc Perdiccas se place ici en homme qui, lui, a vécu puisqu'il a eu de nombreuses maîtresses alors que Camille, elle, est restée au couvent et donc serait un petit peu innocente et vulnérable au discours, des sœurs. Ces sœurs qui sont représentées comme des femmes, on a une antithèse en vierge-femme, qui abuseraient de leur pouvoir d'autorité sur des jeunes filles innocentes. Donc on a ici une critique de l'éducation donnée dans les couvents. Cette éducation est également désignée de façon péjorative avec l'expression «faire la leçon» et aussi le verbe chuchoter qui a quelque chose de la tentation, hein, donc ça c'est paradoxal pour désigner un enseignement religieux qui doit au contraire, éloigner de la tentation. Donc finalement, pour Perdiccas, ces religieuses corrompent les jeunes filles qui leur sont confiées, avec un enseignement de l'amour qui est biaisé.
On peut noter également une série, d'anaphores, du verbe savoir à la forme, interrogative. Sais-tu? Savent-elles? Qui souligne, finalement une sorte d'ignorance, de ces femmes, que ce soit, Camille ou les religieuses. Là encore, hein, Perdiccas serait lui, plus lucide et on le voit aussi avec l'exclamative: «Comme j'avais prévu tout cela quand tu t'es arrêté devant le portrait de notre vieille tante». Donc il se place, comme un personnage qui a plus de lucidité que sa cousine, ce qui évidemment s'avérera, discutable par la suite. À partir, de la ligne 7, la fin de la ligne 7, tu voulais partir sans me serrer la main. Perdiccas utilise une autre stratégie, il fait appel aux souvenirs pour toucher le cœur, de Camille, souvenirs de leur enfance. On a une série de phrases négatives ou de tournures négatives pour dénoncer le rejet du passé, par Camille. Sans me serrer la main, tu ne voulais revoir, tu reniais, tu refusais. Donc Perdiccas reproche à Camille d'avoir oublié leur amour passé, fraternel et pur, amour d'enfant, hein, avec cette expression baiser de frère, qui est associée à des lieux bucoliques, bois, fontaines, herbes. Il y a même une tonalité lyrique, pourrait-on dire, avec la personnification de la fontaine, cette pauvre petite fontaine toute en larmes, qui s'accordent dans une esthétique romantique aux sentiments. Chez les romantiques, il y a très souvent une concordance entre l'état, des sentiments intérieurs et puis, le paysage lui-même. Perdiccas montre également que, Camille a du mal à conserver son masque de plâtre, c'est l'expression, qu'on trouve. Le masque de plâtre, c'est celui, des acteurs, des hypocrites, hein. Hypocrite au sens étymologique, c'est l'acteur en grec et donc il sous-entend ici que Camille n'est pas sincère et finalement qu'elle n'arrive pas à reconnaître ses sentiments. On a, la métaphore, on a une personnification du cœur. Lui qui, ne sait pas lire, ton cœur a battu, il a oublié la leçon. C'est un petit peu comme, si Camille était séparée entre la raison et les sentiments et qu'il y avait, une sorte de combat finalement entre la raison de Camille, représentée par l'enseignement des bonnes sœurs et puis, les sentiments réels de Camille sur lesquels, elle semble s'illusionner. La tirade se termine par une conclusion ironique qui revient sur, la satire, des bonnes sœurs. Ironie par antiphrase, elles ont bien parlé, elles t'ont mise dans le vrai chemin. Évidemment que Perdiccas ne pense pas, cela et ça montre son amertume. Alors que lui avoue ses sentiments, il pourra m'en coûter le vrai bonheur de ma vie, et quelque chose d'assez lyrique également. Donc on voit bien que Perdiccas, à l'instar, des auteurs romantiques, prône la sincérité du cœur qui s'oppose au mensonge des religieuses et à un amour divin artificiel, hein. Je n'ai pas parlé de l'expression: «Il y a pis encore le mensonge de l'amour divin», ce qui est, une sorte de blasphème, hein, assez violent ici. Heu, Perdiccas termine avec une dernière attaque contre les religieux sous forme de sentence: «Le ciel n'est pas pour elles», puisque les sœurs enseignent, un mensonge, eh bien, un crime même, dit-il. C'est une corruption, c'est un péché et elles n'iront pas au paradis. Camille, interrompt cette tirade par une question: «Ni pour moi, n'est-ce pas?» Elle a compris, le sous-entendu de Perdiccas. Peut-être que le ciel dont il est question est aussi, quelque chose qui est de l'ordre du plaisir, hein, avec l'idée que le paradis serait, terrestre et charnel. On peut penser à, aux réponses des Grieux à Tiberge, hein, dans Manon Lescaut où, il essaie de répondre, à Tiberge par, une argumentation qui place finalement les plaisirs charnels au-dessus de toute autre, félicité. Donc il y a un petit peu de cela. Et donc à cette question, Perdiccas répond par un adieu assez brutal, des impératifs qui la renvoient à son couvent. «Retourne à ton couvent, réponds ce que je vais te dire» et il, la charge finalement de répondre à sa place aux nonnes. C'est une sorte de
adresse aux religieuses par Camille interposée. De la ligne 2 à 23, Perdiccas reprend les discours sur les dangers de l'amour et la laideur des êtres humains, aussi bien hommes que femmes. On a une antithèse homme-femme et chacun est suivi d'une série d'énumérations d'adjectifs tous péjoratifs. Tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux ou lâches, méprisables et sensuels. Toutes les femmes sont perfides, artificieuses, vaniteuses, curieuses et dépravées. Et l'emploi du déterminant tous, toutes, donne une tournure généralisante qui finalement enlève tout espoir d'avoir une exception, d'avoir un être pur qui se distinguerait des autres. Tout cela est suivi par une métaphore sur le monde qui désigne le monde comme un égout. Le mot égout est repris par le terme fange qui veut dire la boue et qui désigne un endroit dégoûtant. Là, on a toute une série d'images qui sont des hyperboles qui soulignent la laideur du monde. Probablement qu'ici, il est en train d'exagérer, de pousser jusqu'à la caricature finalement le discours des religieuses avec le superlatif. Alors, les phoques les plus informes, vous avez aussi ces verbes rampent et tordent qui évoquent des images des enfers. Donc finalement, la terre est présentée comme un enfer auquel on échappe qu'en renonçant au plaisir de la chair pour aller au paradis. Ça, c'est évidemment selon les religieuses. Et donc, Perdiccas reprend ce discours pour mieux s'y opposer. La fin de la tirade permet une réhabilitation de l'amour avec la conjonction de coordination mais qui montre qu'il y a un pivot, d'ailleurs vraiment au centre de la tirade. Mais il y a au monde une chose sainte et sublime. Et donc, à cette vision très pessimiste des êtres humains, pour dépasser cette apparente impossibilité de l'amour humain, comment peut-on aimer dans un monde aussi imparfait, aussi laid? Eh bien, Musset montre que finalement, l'amour est paradoxalement ce qui sublime ce qu'il y a de plus laid. Et il utilise pour cela un vocabulaire religieux avec l'expression une chose sainte et sublime, notez l'allitération, qui est appliquée à l'union de deux êtres si imparfaits, si affreux. On a encore une allitération en S et les intensifs, donc qui soulignent le paradoxe et le pouvoir du coup extraordinaire de l'amour. La suite présente un présent de vérité générale et le pronom indéfini on pour énoncer une vision, une sorte de vérité générale sur l'amour selon Perdiccas. On est souvent trompé en amour, souvent blessé, souvent malheureux. Vous noterez comme souvent le rythme ternaire, c'est-à-dire que on a 3 participes trompés, blessés, de participer à un adjectif malheureux et la répétition 3 fois de l'adverbe souvent. Donc tout cela évidemment souligne la souffrance qu'on peut expérimenter en amour, celle de Perdiccas qui a eu des maîtresses, mais celle aussi de Musset qui a eu une relation malheureuse avec George Sand. Donc il y a aussi de l'auteur dans ce texte. Et donc, Perdiccas concède, c'est un argument par concession, que l'amour est souvent synonyme de souffrance. Mais on retrouve cette conjonction de subordination mais d'opposition qui vient réhabiliter, qui vient montrer que malgré tout, l'amour vaut la peine parce que c'est la preuve que l'on a réellement vécu. Et là, il adopte une perspective temporelle qu'on retrouve chez d'autres romantiques. Pensez à Mémoire d'outre-tombe, par exemple, de Chateaubriand. En gros, on s'imagine, c'est un exercice de vision qu'on fait aussi aujourd'hui, d'ailleurs, parfois en développement personnel. Si c'était le dernier jour de ta vie, que ferais-tu, Et là, c'est si tu devais mourir, quand tu devras mourir, est-ce que tu pourras te dire j'ai vraiment vécu, c'est vraiment moi qui a vécu. Et il y a donc cette idée qu'il est important de vivre pleinement sa vie. Donc
la fin de la réplique reprend ces thèmes de la souffrance des relations, mais cette fois à la première personne. J'ai souffert souvent, je me suis trompée quelques fois, mais j'ai aimé. Vous voyez, il y a une petite variation sur les adverbes et à nouveau la conjonction de subordination mais qui vient mettre l'amour en balance, enfin comme quelque chose qui contrebalance finalement toutes les souffrances et qui montre que ça vaut le coup d'avoir aimé. Et donc la dernière réplique avant la sortie assez brutale de Perdiccas, noté par la didascalie, il sort. Donc cette dernière réplique présente une tournure emphatique avec le présentatif, c'est moi qui ai vécu, hein. On dit souvent que les romantiques mettent en valeur le moi, les sentiments, et non pas un être factice créé par mon orgueil et mon ennui. On retrouve l'idée d'artifice hein, qui a été évoquée au début avec le mensonge, notamment de l'amour divin, pour mettre en valeur l'idée qu'il faut vivre de façon authentique, qu'il ne faut pas être guidé par son orgueil. Et cette mention de l'orgueil est assez ironique puisque finalement, c'est l'orgueil des personnages qui les conduira à leur perte. Donc on voit bien ici qu'arrive une critique là sous-jacente de l'orgueil qui s'oppose à l'amour véritable. En conclusion, on peut dire que dans cette longue tirade, Perdiccas s'en prend violemment à l'enseignement prodigué dans les couvents, enseignement qui rejette l'expérience de l'amour humain et charnel. Il lui oppose une vision romantique de l'amour qui ne nie pas la souffrance, hein. Les auteurs romantiques insistent sur la souffrance psychologique, mais qui donne à la relation amoureuse le pouvoir de sublimer ce qu'il y a de plus laid dans l'être humain. Et donc, il y a une sorte de renversement qui s'opère entre l'amour de Dieu, qui est qualifié de mensonge au départ, et puis l'amour charnel, rejeté par les religieuses, qui est qualifié de chose sainte et sublime. Donc, finalement, ce qu'il y a de plus sacré, c'est pas l'amour des religieuses pour Dieu, mais ce serait l'amour d'un homme pour une femme et vice-versa. Toute la réplique est marquée par la colère du protagoniste, hein, qui sort à la fin brutalement, comme on le voit avec la didascalie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera dans vos révisions. Bonne lecture de cette pièce.